J'aimerais remercier de ma PAC, le CRAC et le personnel du CRAC, le responsable de la présentation des webinaires sur la santé des sols et de l'opportunité qu'il me donne de vous entretenir de la biologie et la chaîne alimentaire du sol, ou plus spécifiquement du microbiome des sols agricoles, une source d'indicateurs de la productivité des cultures et de la santé des sols. Le plan, je vais suivre un plan de présentation en 7 points, suivi d'une période de questions auxquelles il me fera plaisir de répondre à la fin de la présentation. Là, on pourrait parler pendant des jours de la biologie du sol, donc en 40 minutes, je vais plutôt aller à l'essentiel en précisant les connaissances et concepts qui devraient appuyer votre réflexion lorsque vous devrez interpréter les résultats des méthodes d'analyse de sol. Toutefois, ne perdez pas de vue que la meilleure interprétation des analyses diagnostiques de l'état de santé des sols d'un sol agricole doit se faire en utilisant en complément une fiche de renseignement agronomique, une pelle pour creuser et faire des profils de sol et vos notes d'observation des sites. Le sol est un écosystème très complexe. C'est l'un des écosystèmes terrestres les plus complexes. Le sol regroupe des composantes abiotiques et biotiques. Il est constitué d'horizons dont l'épaisseur de couche peut varier selon la biodiversité qui y vit et selon l'impact du climat, du temps et des activités de l'homme. Une grande variété de niches écologiques se crée dans le profil du sol du fait des composantes abiotiques des couches du sol et des fonctions écosystémiques de la biodiversité qui peuplent chaque horizon de sol. Les composantes abiotiques regroupent les variables physiques et chimiques du sol. Parmi les principales variables physiques, on peut mentionner la texture qui représente la proportion occupée par le sable, le limon et l'argile du sol. La diversité de la taille des agrégats variant des gros macro-agrégats de plus de 2 mm aux petits micro-agrégats de moins de 0,25 mm. Il y a le nombre de pores, la diversité de leur taille, de même que leurs interconnexions qui vont réguler les échanges d'eau et d'air essentiels dans le sol. Cela représente également des voies de déplacement des composantes biotiques dans le sol. Et finalement, il y a la densité apparente qui peut rendre compte de l'évolution des classes d'agrégats et de la porosité du sol. Suivant l'augmentation de la densité apparente, on va avoir une compression des sols. Les composantes chimiques regroupent entre autres les matières organiques, stables et labiles, les éléments chimiques et les composés simples ou complexes, ainsi que le pH. Ces composantes abiotiques contribuent à des fonctions écosystémiques du sol qui sont essentielles à la survie des composantes biotiques. Elles supportent, elles vont retenir, filtrer, fixer l'eau, les éléments, les composés simples et complexes, l'air et les plantes. Une ou des modifications à ces composantes abiotiques peut donc activer un stress ou une action de régulation au sein d'une ou de plusieurs niches écologiques. Les composantes biotiques du sol, quant à elles, représentent l'ensemble des microbiotes qui constituent le microbiome du sol. Puis en examinant le gradient de la plus petite composante biologique à la plus grande, sur la droite de l'écran, on peut constater que sur une surface d'1 mètre carré de sol, on peut dénombrer jusqu'à plus d'1 milliard de virus et de bactéries qui sont regroupés à peu près 10 000 espèces. On peut retrouver 1 million de champignons au sein d'une centaine d'espèces, 10 000 protistes, 1 million de mésophones qui représentent à chaque groupe une centaine d'espèces. La taille de la biodiversité, le schéma représente en fait l'écart de taille des différents groupes biologiques qu'on peut détecter dans les sols. Et l'axe bleu, dans la partie supérieure de l'écran, représente 5 classes de taille des agrégats de sol. On voit complètement
ici en bas à la gauche, que les archées, les bactéries, les champignons, les protistes, puis la microfaune ont la taille là, pour facilement s'insérer dans les pores des micro-agrégats de moins de 250 microns. Là. Ils peuvent évidemment coloniser d'autres classes d'agrégats. Les organismes unicellulaires, on parle des archées, des bactéries, des levures, sont moins sensibles aux perturbations des agrégats comparativement aux organismes pluricellulaires parce qu'ils sont petits. Alors que les organismes pluricellulaires peuvent créer dans le sol des réseaux de structures là, interconnectées. Puis évidemment, s'il y a rupture d'agrégats, ça cause un stress et ça peut détruire ces réseaux interconnectés d'organismes pluricellulaires et à ce moment-là entraîner une réduction de la biodiversité des organismes pluricellulaires. Les organismes biologiques, là, selon leur taille ou leurs interactions avec le sol, vont adopter des stratégies pour survivre ou s'adapter à des stress. Certains se déplacent pour couvrir plus de terrain ou fuir la source du stress. La distance parcourue à ce moment-là dans le sol peut être relative là, à la taille ou au type d'interaction de l'organisme avec le sol. Certains vont se laisser dériver dans la solution de sol, un transport passif. D'autres vont se transformer pour mieux résister au stress, former des kystes, des structures de résistance à des stress, ou sécréter des exudats. C'est souvent une stratégie adoptée par les plantes qui ne peuvent pas fuir. Donc, sécréter des exudats par les racines qui vont attirer des organismes qui, eux, sont capables d'éliminer les stress en détoxifiant le milieu. Donc, le sol est un milieu riche en interactions entre les composantes abiotiques et biotiques. L'impact du climat, du temps, des activités de l'homme vont déterminer et moduler les niches écologiques et les fonctions écosystémiques du sol. Dans cet écosystème complexe, les activités de l'homme, telles que le type de travail de sol, la sélection des systèmes de culture ou les régies de fertilisation et de protection, entre autres, peuvent induire des stress au sein des niches écologiques. Et à ce moment-là, modifier des composantes abiotiques et biotiques au sein du profil de sol. De plus, les composantes biotiques doivent développer des stratégies adaptatives, comme on l'a vu tantôt, pour remplir deux de leurs fonctions les plus essentielles à tout organisme vivant, à savoir survivre et se reproduire. Donc, les différents organismes biologiques vont sécréter dans le sol des molécules simples ou complexes qui vont contribuer au processus d'agrégation des composantes du sol. Il y a également la dégradation des matières organiques par la biodiversité de la litière ou des couches superficielles du sol ou plus profondément dans le sol, mais l'essentiel de la dégradation se fait dans la litière et les couches superficielles du sol. Le rythme de la mortalité des organismes va contribuer également au processus d'agrégation du sol. Donc, comme on le voit, la biodiversité du sol, les composantes d'espèces, le nombre d'espèces est un facteur clé du processus évolutif du sol et de ses composantes abiotiques. Le travail du sol brise les macro-agrégats et cause un stress aux communautés, les peuplants. Donc, un travail de sol intensif réduit la taille des macro-agrégats au profit d'une augmentation des micro-agrégats. Ceci conduit à une réduction assez drastique des habitats, des niches écologiques pour la faune, les champignons et éventuellement les protistes et les bactéries. Éventuellement parce qu'évidemment, un impact majeur sur la diversité du microbiome du sol, les organismes pluricellulaires, la faune et les champignons, bien évidemment, vont réduire leur fonction écosystémique, donc réduire la vitesse de dégradation de la matière organique, vont réduire la production de nutriments pour les espèces de taille plus fine qui auraient pu mieux résister étant localisées dans les micro-agrégats.
Donc, éventuellement, même s'ils résistent mieux, les petits organismes unicellulaires vont subir un stress si le stress perdure dans le temps. Et ils vont éventuellement, ça va entraîner leur mort là, par faute d'avoir un approvisionnement là, de matières nutritives. Là. Et également, si les processus d'agrégation du sol sont arrêtés parce que la faune et les champignons ont été fortement impliqués, à ce moment-là, évidemment, l'agrégation étant réduite, les pores, l'ouverture qu'il y a entre les différents agrégats, les pores, la quantité d'eau, la quantité d'air va être réduite. Et à ce moment-là, encore là, un stress additionnel pour les micro-organismes. À ce moment-ci, il importe de mentionner là, que les modifications de la biodiversité du sol ne sont pas toujours un signe d'une modification des fonctions du sol. Parce que selon le principe d'ubiquité fonctionnelle des communautés biologiques, là, ce principe d'ubiquité fonctionnelle, finalement, ce qu'il veut dire, c'est la même fonction du sol peut être assumée par différentes espèces au sein de la communauté biologique, grâce à l'évolution des différentes stratégies adaptatives des communautés biologiques. Donc, une fonction peut être remplie par plusieurs communautés, donc une baisse de diversité n'est pas nécessairement un signe d'une perte de fonctionnalité. Le microbiome du sol est donc l'un des microbiomes les plus complexes sur Terre. Il est le lieu d'un très grand nombre d'interactions entre les composantes biotiques, abiotiques et les composantes biotiques-biotiques, les micro-organismes avec les plantes. Donc, le maintien d'un équilibre dynamique là, au sein des différents niveaux trophiques qu'on voit représentés là, ici sur l'écran du sol, ils sont essentiels à des fonctions écosystémiques du sol et ils vont souvent être indicatrices de sa capacité de résilience là, face au stress. Santé des sols. La capacité des sols là, peut avoir plusieurs définitions. Là, la santé des sols peut avoir plusieurs définitions là, selon les auteurs et le contexte là, étudié. Mais celle de Doran là, est souvent citée. Là. Donc, elle consiste à fonctionner dans les limites d'un écosystème. C'est important donc une vision holistique. Là. Donc, dans un écosystème pour soutenir la productivité des plantes et des animaux, tout en maintenant et en améliorant la qualité des ressources que sont l'eau et l'air, et évidemment promouvoir la santé des végétaux et des animaux. Le climat, le temps, les activités de l'homme sont des facteurs qui impactent la santé du sol. Les facteurs agronomiques d'impact sur la santé du sol n'ont pas tous la même échelle d'impact spatial et temporel là, sur le sol. Certains facteurs d'impact vont affecter un grand ensemble des composantes du sol, composantes abiotiques ou biotiques, alors que d'autres facteurs de stress peuvent avoir un impact là, sur une fraction seulement des composantes du sol. Il existe là, des centaines de paramètres physiques, chimiques et biologiques là, pouvant caractériser un sol. Les contraintes de temps, d'argent, de complexité analytique là, et d'interprétation agronomique là, se sont très vite imposées à quiconque voulait mesurer là, la santé du sol là, pour limiter le nombre de paramètres à évaluer là, pour juger de la santé du sol. Si on voulait y arriver financièrement et dans le temps, il fallait donc se limiter à une liste plus succincte là, de paramètres à regarder. Et à ce moment-là, les paramètres qu'on retient, les paramètres qui vont être utilisés pour juger de la santé du sol, ils deviennent des indicateurs. Et en fait, le point essentiel d'un indicateur, s'il est sélectionné, c'est parce que sa variabilité de valeur, quand on le mesure, sa variabilité est quantifiable. Et elle est aussi, cette variation-là, elle est en relation avec le changement induit par le facteur de stress ou de régulation. Puis les variations de valeur s'interprètent
Donc, ça, c'est important. C'est non seulement quantifiable, mais ça s'interprète, les variations s'interprètent et peuvent mener à des actions. À ce moment-là, on a un bon paramètre indicateur. En Amérique du Nord, Mobius, Clune et collaborateurs là, à l'Université Cornell ont développé une méthode d'évaluation de la santé des sols dont l'acronyme anglais là, est CASH. Cette méthode utilise une douzaine d'indicateurs là, physiques, chimiques et biologiques. On le voit là, sur l'écran de gauche à droite. Ces auteurs ont tenu compte de 3 groupes texturaux qui étaient dans la région du Northeast américain, central, la partie centrale des États-Unis et la partie nord-est. Et donc, de 3 groupes texturaux et de facteurs régionaux là, pour développer une fonction de notation là, qui est liée à chacun des indicateurs. Donc, la fonction de notation d'un indicateur, là, ça tient compte de la distribution normale des valeurs de cet indicateur dans la base de données là, pour déterminer une gamme de scores variant de 0 à 100. Puis ensuite, selon la valeur là, déterminée par l'indicateur, ben, lors de l'analyse du sol, un score va être attribué. La sommation des scores attribués à chacun des indicateurs va déterminer sur une échelle de 0 à 100 là, un indice de santé des sols. Chaque indicateur, qu'il soit physique, chimique ou biologique, a un contexte de variation de sa valeur là, de notation dans le sol. Et que ce facteur, cette valeur de notation, là, peut s'identifier à l'un ou l'autre des 3 types de contextes qu'on voit là, dans le bas de l'écran ici. Donc, on peut avoir des conditions où la valeur de l'indicateur, une valeur d'indicateur élevée, ben, plus c'est mieux. Donc, autrement dit, si l'indicateur a une valeur élevée, on considère que c'est favorable à une santé du sol. Par contre, il y a un certain nombre, et j'ai mis entre parenthèses là, pour les différents paramètres le type de relation de la valeur de notation qu'on peut reconnaître. Donc, dans le contexte de variation, la stabilité des agrégats, mais plus on a une valeur élevée d'agrégation du sol, c'est meilleur pour la santé. Si la valeur des agrégats de sol était faible, à ce moment-là, dans la section jaune ou rouge, on aurait une atteinte importante à la santé du sol. On peut avoir moins, c'est mieux, donc certains paramètres comme la densité, pénétromètre, des valeurs plus faibles de densité vont vouloir dire un sol qui est plus aéré, plus poreux. Donc, moins, c'est mieux. Des valeurs élevées de densité vont plutôt traduire une compaction du sol. Donc, plus c'est élevé, plus le sol est compacté, moins l'air et l'eau circulent. Donc, on a une atteinte à la santé du sol. Et finalement, on peut avoir des indicateurs qui sont plutôt du type optimum, un peu comme la réserve en eau utile va être un facteur pour lequel une valeur est optimum. Le pH également se trouve dans cette catégorie, où on peut avoir, évidemment, si on a un pH trop faible, il y a un effet néfaste pour la santé du sol, et si le pH est trop élevé, il y a encore un effet néfaste. Donc, vous remarquerez également que la majorité des indicateurs biologiques à la droite de l'écran, retenus par la méthode CASH, concernent des indicateurs qui ont un faible potentiel de différencier les composantes biologiques causales. Donc, le carbone de la biomasse microbienne puis le taux de respiration microbienne ne permettent pas vraiment de différencier la part de la variation de l'indicateur qui est assumée par des organismes bénéfiques versus des organismes nuisibles. On a une biomasse globale, ça tient compte autant des organismes nuisibles que bénéfiques. On a une respiration microbienne qui est activée. Encore là, on ne différencie pas si c'est une respiration, cette augmentation-là est due à des activités bénéfiques ou nuisibles. Les indicateurs biologiques, leur efficacité réside à pouvoir différencier des impacts appliqués à des systèmes écologiques très contrastants.
Donc, par exemple, la comparaison de sols agricoles, forestiers ou des pâturages, ce type d'indicateur biologique va bien répondre. Les variations vont être assez faciles à observer et à interpréter, ou encore des pratiques intensives versus des pratiques de conservation en site de longue durée vont parfois donner des valeurs de biomasse ou de respiration microbienne qui peuvent être interprétées là, en fonction de la santé des sols. Mais règle générale, la discrimination là, est faible avec ce type d'indicateur-là. L'emploi de ces indicateurs, donc, ne facilite pas là, des interprétations nuancées de l'impact des pratiques agricoles appliquées sur des organismes là, bénéfiques ou nuisibles. C'est ce qu'on veut souvent connaître. Là. Ils ne permettent pas d'évaluer la contribution spécifique de chaque communauté de la biodiversité aux fonctions écosystémiques du sol. Quelle est la contribution des bactéries? Quelle est la contribution des champignons, des protistes? Il ne contribue pas à une vision là, plus holistique des systèmes agricoles là, en n'identifiant pas les balances entre la diversité des bactéries, la quantité des bactéries, la diversité des champignons et les espèces de champignons. Donc, les balances qu'il peut y avoir entre des différentes composantes biologiques du sol ne sont pas là, vraiment identifiées par ce type d'indicateurs. Donc, ici, à cette étape-ci du séminaire, je devrais dire webinaire, les messages à retenir là, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les interactions des composantes abiotiques et biotiques là, du sol là, sont complexes et impactées par le climat, le temps et l'homme, les activités de l'homme. Les composantes biotiques sont hyper diversifiées. Et 1 mètre carré de sol en santé là, peut regrouper plus d'individus qu'il y a d'humains sur Terre. Là. Donc, c'est donc dire qu'il y a une complexité importante et des indicateurs sur la santé des sols doivent refléter l'impact de cette hyperdiversification. La biodiversité du sol est un facteur clé du processus de la dégradation des matières organiques et de l'agrégation du sol, qui sont 2 propriétés très importantes à considérer au niveau de l'agriculture. Donc, les analyses de sol agricole doivent nécessairement tenir compte de la biodiversité du sol, pas seulement les paramètres physiques ou les paramètres chimiques, comme il est souvent fait là, par des analyses standards de sol. Des facteurs agronomiques d'impact sur la santé du sol peuvent avoir un impact systémique qui affecte un grand nombre immédiatement de composantes abiotiques et biotiques, et d'autres facteurs agronomiques d'impact peuvent avoir un impact plus spécifique. Finalement, un indicateur, c'est d'abord un paramètre qui est sélectionné et si sa variabilité est quantifiable et en relation avec le changement induit par le facteur de stress. Ces variations de valeur s'interprètent et peuvent mener à des actions. Donc, ça, c'est l'élément clé là, quand on parle d'indicateurs, de pouvoir bien se rappeler de ces critères de sélection. Les plus récents développements des analyses de quantification moléculaire et de séquençage à haut débit ont permis d'élucider la diversité des microbiomes de diverses complexités. Là. Plusieurs équipes de recherche dans le monde ont profité des progrès des techniques d'analyse moléculaire pour sélectionner de nouveaux indicateurs biologiques pour réaliser un diagnostic de santé des sols ou pour d'autres types de caractérisation là, ou de mesures d'impact. Brièvement décrites, là, parce que ça pourrait être long, les principales étapes d'un processus d'analyse du microbiome requièrent de prélever un échantillon composite représentatif de sol, de bien homogénéiser le sol, et 1 gramme de sol vont servir à l'extraction, et des fois c'est moins qu'1 gramme, ça peut être 0,5 gramme, vont servir à extraire les ADN de tous les organismes présents dans l'échantillon de sol. Chaque organisme vivant a dans son matériel génétique là, des gènes qui sont essentiels à la survie de l'organisme. Donc, les biologistes moléculaires ont analysé, compilé dans des bases de référence là, les séquences d'ADN de ces gènes, entre autres les gènes de ribosome.
Puis l'analyse de ces séquences d'ADN marqueurs d'identité permet de bâtir des arbres phylogénétiques qui vont identifier chaque organisme vivant et les liens qui les relient là, aux autres organismes. Dans une série de réactions enzymatiques, les petites quantités d'ADN extraits sont amplifiées, sont mises en librairie pour les soumettre là, au séquençage à haut débit. Puis cette étape de séquençage génère des millions de séquences d'ADN marqueurs qui pourront être identifiées là, à l'aide d'un ensemble de logiciels bioinformatiques pour produire des fichiers de séquences là, pour chacune des communautés microbiennes détectées dans le sol et qui étaient ciblées là, par l'analyse de sol. Par la suite, des logiciels de biostatistique, des algorithmes d'intelligence artificielle sont utilisés pour évaluer la diversité en richesse, donc en nombre différent d'espèces d'organismes qu'on retrouve, et en composition. On sait qu'il y a beaucoup d'espèces, on veut savoir lesquelles, donc il y a une diversité en richesse et en composition de chaque communauté ciblée. Par la suite, des relations peuvent être faites entre les métadonnées agronomiques et climatiques, à savoir le type de système de culture, le type de travail de sol, le type de fertilisation minérale, organique, les traitements appliqués sur le sol et la diversité des composantes biologiques là, pour déterminer les impacts des pratiques agricoles qui sont menées sur ce sol-là. Des analyses statistiques vont permettre d'identifier parmi l'ensemble des séquences obtenues, qu'on appelle là, des séquences d'ASV. Donc, les ASV qui pourront être sélectionnées, des séquences d'ASV pourront être sélectionnées comme indicateurs biologiques là, pour mesurer la santé du sol ou pour déterminer là, un indice agronomique là, tel que l'indice de productivité des sols ou encore l'indice de risque d'agents pathogènes dans le sol. Les prochaines diapositives vont vous présenter là, un certain nombre d'exemples d'applications. J'ai malheureusement pas le temps d'aller dans le détail de beaucoup d'exemples très détaillés avec une suite du processus scientifique derrière chaque analyse. Mais je voulais ce matin vous présenter oui, le microbiome, mais à quoi ça sert? Ben, présenter le fruit d'un certain nombre de ces analyses de quantification, de dénombrement de bactéries de champignons, d'évaluation de la diversité en tant que richesse ou de la diversité en tant que composition, pour que vous puissiez voir quels sont tous les aspects des pratiques agricoles là, qui peuvent être mesurés ou pour lesquels on peut voir des différences et quantifier des différences au sein des communautés biotiques du sol. Donc, exactement répondre à la définition d'un indicateur qui est quantifiable, que les variations peuvent être liées à l'impact de la mesure ou du traitement qu'on a appliqué. La présente image là, présente des résultats de quantification, donc de dénombrement par une technique qu'on appelle le QPCR. Donc, le PCR est une technique enzymatique d'amplification à partir d'une séquence. On la multiplie des millions de fois et ce processus peut être fait sous des conditions quantitatives reproductibles. Et donc, l'écran présente des résultats de QPCR pour les bactéries et pour des champignons. Donc, on veut connaître par les dénombrements l'impact de la pratique sur les quantités de bactéries ou de champignons dans le sol. Et ici, on était dans un projet où on visait à mesurer l'impact du travail de sol dans une monoculture d'orge comparée à une rotation d'orge avec 2 ans de prairies. Les prairies étant reconnues comme étant des conditions de sol qui favorisent une plus grande biodiversité que des cultures d'espèces botaniques là, spécifiques. Les légendes, pour vous reconnaître, donc tout ce que vous voyez en vert a trait au traitement de labour. Donc, c'est des conditions de labour, alors que les
couleur brune réfère à un travail réduit en monoculture ou dans les cultures de rotation. Et les couleurs pâles vont justement représenter les parcelles en labour. Le vert pâle, c'est labour monoculture versus un vert foncé, un labour fait dans des parcelles de rotation. Et la même chose pour ce qui est du travail réduit. Et ce qu'on le remarque là, très rapidement, ben, la quantification des bactéries permet de démontrer un plus grand nombre de bactéries dans les sols qui sont dans les parcelles de rotation. Et dans les parcelles de rotation, le travail réduit accroît la quantité des bactéries par rapport au labour. Du côté des champignons, les traitements ne modifient pas la richesse des bactéries. Oups, je vais vous... Ça va mieux avec les images. Je m'excuse. Donc, le schéma du bas présente des résultats visant à évaluer la diversité, donc le nombre d'espèces différentes. On a vu qu'il y avait des quantités totales de bactéries. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces de bactéries? Et donc, les analyses de richesse vont faire appel à différents indices d'évaluation de richesse. Ici, c'est des résultats de l'indice de Shannon. Et ce qu'on peut remarquer, autant pour les bactéries que pour les eucaryotes, donc les champignons et la microfaune, les protistes et la microfaune, on peut remarquer qu'il n'y a pas de différence significative entre les traitements là, pour ce qui est de l'impact des traitements sur la richesse. Ici, l'image vous montre une analyse d'ordination PCOA en composante principale. En fait, c'est une analyse qui vise à évaluer parmi l'ensemble des séquences du microbiome qu'on a détectées par le séquençage à haut débit. Les analyses bioinformatiques vont identifier la composition de ces différentes séquences-là, la composition en séquence ASV de bactéries, de champignons, de protistes. Et ici, je vous présente les résultats qu'on a obtenus pour la composition des communautés bactériennes dans 18 sols, cultivés en grande culture sous différents travaux de sol. Principalement, on visait à comparer des techniques de semi-direct versus le labour en grande culture, des rotations là, classiques là, de maïs-soya ou maïs-soya céréales. Et on comparait donc l'impact en grande culture à des prairies pour avoir un témoin là, où la théorie nous dit que la composition devrait être plus diversifiée et très différente de la composition d'un sol en grande culture. Et les conclusions, si on remarque ici le système, là encore là, les légendes, ben, les couleurs bleues réfèrent aux parcelles qui ont été traitées en semi-direct, les couleurs vertes aux parcelles traitées en labour, les symboles rouges réfèrent aux parcelles sous prairie. Et l'on voit là que les compositions de la diversité bactérienne sont davantage similaires là, pour les sites qui sont tous sous un même régime de travail de sol. Donc, lorsque deux points de couleur se retrouvent, les deux cercles bleus ici, plus les points sont près les uns des autres, plus la composition en bactéries est similaire entre les deux échantillons. Plus les points s'éloignent, donc ici, ces deux points-là bleus, bien qu'ils partagent une composition de sol cultivé en semi-direct, la composition de ces deux points-là, ou entre lui et le carré ici, veut tout simplement dire que la distance augmentant, il y a une différence de composition qui s'accroît entre les deux échantillons de sol. Mais cette différence au sein des sols de semi-direct, elle reste quand même davantage plus homogène que lorsqu'on la compare à des sols sous labour ou encore à des sols sous prairie. Et les autres traitements n'ont pas eu d'effet
sur la différenciation parce que les autres traitements qui réfèrent à soit le type de rotation ou le type d'engrais utilisé, la gestion des résidus, ben, les points ou les symboles qu'on voit, les carrés ou les cercles et de teintes, de tonalité de bleu ou de vert différents, on voit que les points sont tout mélangés. Il n'y a pas une ségrégation de points comme on l'a vu pour le travail de sol. Donc, à ce moment-là, les compositions ne sont pas aussi impactées. À ce moment-là, les traitements semblent avoir moins d'effet sur la composition bactérienne. Ici, l'exemple veut montrer encore là par ordination en composante principale la composition des communautés, cette fois-ci eucaryotiques. Donc, on s'intéresse à une composition de champignons, de protistes et de microfaune, mais principalement champignons et protistes dans les sols cultivés en grande culture sous différentes régions agricoles. Et ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que la composition de la diversité eucaryotique, ben, elle est davantage similaire lorsque les sols sont cultivés sous maïs continu. Par rapport aux prairies, il y a une grande différence puisque la distance entre les points est très grande. Par contre, au centre, on voit qu'il y a un intermédiaire dans la composition des eucaryotes. On retrouve cette composition intermédiaire dans les sols qui sont sous rotation. Donc, la diversité de cultures a introduit une diversité de populations microbiennes qui est plus grande que celle qu'on observe dans les sols en monoculture, mais quand même inférieure à celle qu'on retrouve en prairie parce que les rotations, c'est en fait des rotations de culture principale. Donc, on change sur 3 ans 3 cultures principales, donc 3 espèces botaniques. C'est sûr que la contribution à la diversité ou à maintenir une diversité botanique biologique dans le sol est plus faible que dans une prairie où vous avez une grande diversité de plantes de couverture. La prochaine figure vous présente un impact de rotation et donc dans des parcelles de rotation de maïs soya de longue durée, on peut voir ici l'impact sur 4 communautés. Et ce qui est intéressant à la présentation, à l'image ici par rapport aux précédentes, c'est que le sol a été prélevé dans la couche de surface, 0,5 cm, ou dans la couche plus profonde, 5-20 cm, pour analyser la composition des communautés dans ces échantillons de sol. Et ce qu'on remarque, c'est que donc, d'une part, le traitement de sol semi-direct versus le labour, donc le labour en brun, semi-direct en vert, se distingue, la composition se différencie nettement suivant les 2 types de travail de sol. On voit pour les champignons, l'impact est important. On voit la même chose pour les bactéries, pour les protistes. Par contre, pour la mésofaune, étant donné que c'est des organismes qui se déplacent, ben, l'impact, entre un labo ou un semi-direct, il est moins perceptible. De même façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit autant pour certaines communautés comme les bactéries dans le labour, puisqu'il y a un mélange des agrégats de sol et on brise les gros agrégats pour favoriser des plus petits agrégats. Donc, il y a un mélange dans le niveau de sol qui fait qu'on ne retrouve pas de stratification dans la composition des communautés bactériennes. Par contre, on peut remarquer qu'il y a une stratification. Les espèces bactériennes de surface vont être différentes de la composition des espèces de la couche inférieure, donc 5-20 cm. C'est encore plus vrai pour les champignons. C'est aussi vrai pour les protistes, parce que ces organismes vont être fortement perturbés. Donc, il va y avoir des niveaux là, importants de changement de la composition de ces organismes-là, alors qu'on n'a pas cette observation-là pour les métazoa.
Une autre utilité des analyses microbiennes du microbiome, c'est qu'ici, vous avez une représentation à gauche de tous les ASV. Donc, on a dénombré les ASV et suivant ici les ASV bactériens, suivant les différents phyla, les différentes phylums bactériens, donc la taxonomie des bactéries, on a retrouvé des quantités d'ASV plus grandes. Il y a davantage de protéobactéries que d'actinobactéries. Et ce qui est intéressant ici, que je veux mettre en lumière, c'est un travail fait par notre équipe là, pour, en utilisant des analyses biostatistiques, on peut identifier au sein de l'ensemble des ASV obtenus par séquençage à haut débit pour les différents phyla, on peut identifier parmi ces ASV des ASV, un nombre inférieur évidemment d'ASV, moins important, mais des ASV qui vont corréler avec le rendement ou la productivité des sols qui sont cultivés en pommes de terre. Donc, ici, on a un peu plus d'une vingtaine d'ASV qui sont négativement corrélés et une quinzaine d'ASV de protéobactéries qui sont positivement corrélés. Donc, on retrouve des ASV qui peuvent être positivement ou négativement impactés là, par le rendement, qui vont impacter le rendement, en fait. Et alors que tous les autres ASV, il y en a plus de 600 là, ou 500, ben, en fait, vont rester neutres par rapport dans les sols où il y a pourtant différents rendements de pommes de terre. Donc, parmi l'ensemble des ASV, on peut trouver des ASV qui, eux, vont pouvoir servir de véritables indicateurs parce que leur variation dans les sols, leur présence ou leur absence va indiquer une corrélation positive ou négative envers le rendement. Finalement, j'aimerais terminer en disant comment tirer profit des indicateurs ici du microbiome. En fait, ce qu'il faut être conscient, c'est que l'interprétation des résultats de composition, de richesse des communautés bactériennes, fongiques, protistes dans les sols, évidemment, ça requiert des bases de données très importantes et surtout un nombre considérable de microbiomes analysés là, dans différentes conditions pour qu'on ait une robustesse là, des analyses bioinformatiques pour pouvoir faire des interprétations agronomiques justes. Donc, comment ces bases de données-là, pour l'instant, elles se constituent, mais non, on est encore loin d'avoir des quantités de microbiomes analysés là, suffisants pour faire des interprétations hors de tout doute. Par contre, on peut se servir des analyses du microbiome si on se situe dans un contexte relatif d'interprétation, à savoir si pour un champ donné, on utilise des caractéristiques abiotiques ou des caractéristiques de système agronomique qui peuvent différencier deux zones au sein du champ. Il est possible d'aller prélever des échantillons composites de sol dans chacune des deux zones, de faire l'analyse du microbiome et de comparer le résultat des analyses du microbiome pour ces deux zones-là, alors qu'on contrôle des facteurs de différenciation entre les deux zones. Et là, il est plus facile de trouver des indicateurs ou des variations qu'on peut imputer à des indicateurs ASV. Et à ce moment-là, un producteur peut quand même pouvoir apprécier l'impact de sa pratique agricole sur les changements qu'il a pu provoquer dans le microbiome du sol. En conclusion, là, les techniques de séquençage haut débit conjuguées à la puissance des nouveaux logiciels bioinformatiques là, et bientôt là, à l'usage des algorithmes d'intelligence artificielle sont capables de générer des millions de séquences d'ASV dans les sols agricoles. Il est possible de déterminer là, des indicateurs ASV pour calculer des différents indices, des indices de productivité, des indices de risque de maladie des sols, des indices de santé des sols et de pouvoir ainsi interpréter plus facilement là, les impacts des pratiques agricoles. Puis les analyses du microbiome devraient avoir un rôle là, beaucoup plus prépondérant là, dans les analyses de sol.
je m'en voudrais de ne pas souligner là, que tout ce que je vous ai montré ce matin ou tout ce que j'ai pu dire, c'est parce que je bénéficie d'une expérience des analyses du microbiome qui s'est constituée au fil de plusieurs projets de recherche là, sur le microbiome et grâce à la précieuse collaboration là, de plusieurs partenaires, partenaires financiers, de collaborateurs scientifiques, de partenaires de terrain, dont je voudrais souligner ici là, leur contribution. Je leur en suis très redevable. Et 40 minutes, c'est rapide, là, 45 minutes en fait. Lien utile pour la documentation. Alors, j'ai laissé ici là, un certain nombre de liens là, qui, pour quelqu'un qui veut commencer là, à se faire une certaine idée globale de la biologie du sol, c'est un bon départ là, pour avoir des informations sur la biologie et les composantes du sol. Merci beaucoup. Je vais commencer par la première question. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'analyse du profil écologique qui est offert par Docter? Le profil écologique, s'il s'apparente aux analyses de sol vivant d'Hélène Ingham, là, je fais une présomption, je vais vous avouer. Donc, d'examiner les composantes, surtout bactériennes, fongiques, mésophones, à l'aide d'examens sous microscope ou binoculaire. Évidemment, ce sont des techniques qui permettent une appréciation rapide là, dans les sols de la diversité biologique qu'on peut avoir. Ça requiert toutefois quand même une expertise de la personne pour bien identifier les différentes composantes biotiques, là, les différentes communautés. C'est sûr que d'un point de vue analytique de laboratoire, c'est lourd. L'examen par microscope, là, ça demande beaucoup de temps et c'est pas quelque chose qu'on peut faire sur des échelles là, 100, 150, 200 analyses par jour. Donc, mais c'est une information qui peut être complémentaire pour donner une compréhension de diversité et la diversification est d'autant plus interprétable si on se met en contexte qui contraste. Donc, d'avoir toujours des échantillons qui permettent des contrastes et pour lesquels on peut apprécier jusqu'à quel point les variations peuvent être significatives par rapport au contraste qu'on a mis en place. Merci beaucoup. Deuxième question. À une certaine époque, la mesure d'activité enzymatique était populaire. Exemple, phosphatase alcaline. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est toujours une mesure complémentaire. Je n'ai pas vraiment insisté sur cet aspect-là parce qu'à cause des contraintes de temps, mais si jamais Dieu le voulait et que le CRAC le voulait et que j'ai une opportunité de présenter dans une autre occasion des résultats vraiment et avoir évité d'avoir à faire un contexte là, de début de présentation qui gruge beaucoup de temps quand tout le monde démarre avec une certaine connaissance là, de l'agriculture et de la biologie du sol. Bien évidemment, je vous aurais parlé des systèmes EcoPlate. La compagnie Biologue met en place un système EcoPlate. C'est des plaques où on peut mesurer 31 activités métaboliques enzymatiques. Donc, ça donne des informations écologiques sur des fonctionnalités métaboliques. Il y a également les tests en laboratoire d'analyse de sol là, où on peut suivre spécifiquement l'uréase, des hydrogénases qui vont être des fonctions de dégradation de la matière organique ou liées au cycle de l'azote. Donc, effectivement, c'est des techniques qui peuvent être plus rapides, plus spécifiques pour une information spécifique, mais évidemment, on a moins d'informations d'un coup. Merci beaucoup. Une question, pourrait-on obtenir un score d'évaluation de la santé des sols considéré comme correct, mais pour un sol dont l'une des 3 composantes physiques, chimiques ou biologiques soit tellement faible que la santé globale du sol évaluée soit dans les faits très pauvre? En fait, il y a
il y a une douzaine, quinzaine d'indicateurs. D'avoir des valeurs 0 à 100 là, sur l'échelle serait d'avoir un indicateur complètement zéro ou des indicateurs complètement zéro, c'est sûr que ça va influencer. Là. Je pense qu'on ne pourrait pas méprendre. C'est sûr que d'avoir un des 12 ou deux des 12 paramètres fortement avec une cote très faible, la cote finale peut quand même nous donner une interprétation bonne à moyenne. C'est pour ça qu'on dit tout le temps que les évaluations de sol, il n'y a rien qui... C'est complémentaire. Là. Il faut avoir la fiche agronomique, il faut avoir la pelle, il faut aller creuser, il faut observer le sol qu'on analyse. Sinon, c'est une analyse de laboratoire. Là. Dans le laboratoire, deux chiffres peuvent s'équivaloir, mais les informations obtenues au champ peuvent nous amener à voir que c'est deux échantillons totalement différents. Merci beaucoup. On parle beaucoup du rapport carbone sur azote pour réellement évaluer la fertilité des sols. Pourquoi ce ratio n'est pas disponible sur nos analyses de sol et comment pourrait-on l'évaluer? En fait, il est disponible habituellement. Là, si on fait le calcul de matière organique, habituellement, le carbone total et l'azote sont souvent des paramètres là, demandés là, pour les principales analyses. Là. Donc, habituellement, on peut déduire le rapport C sur N. Ce rapport-là est quand même important parce que il peut être en lien avec des ratios bactéries-champignons. On sait que les sols où les ratios C sur N sont élevés vont être favorables à une diversification des espèces fongiques parce que c'est d'abord les champignons qui ont souvent l'outillage enzymatique pour dégrader la complexité du carbone là, sous forme complexe. Donc, un ratio C sur N élevé fait souvent référence à un ratio bactéries-champignons faible. Un ratio qui va favoriser la diversité des champignons et la quantité de champignons dans le sol. Merci beaucoup. Auriez-vous déjà effectué des analyses comparatives de santé des sols entre des planches permanentes et des planches travaillées régulièrement? Oui, en fait, on a un projet de recherche ou des projets de recherche. C'est ce que je pourrais élaborer davantage, là, où on comparait là, sur des dispositifs moyenne durée ou longue durée. 10 ans, 23 ans, des rotations, des monocultures versus des rotations, puis en contexte de travail de sol conventionnel, là, des labours ou des semi-directs. Donc, sur des périodes de longue durée. Oui, on a également fait ce type de travaux et les conclusions qu'on en tire, puis certaines des images que j'ai présentées d'analyse du microbiome référaient à ces projets-là. Merci beaucoup. Il y a une question quelqu'un nous demandait si, quand vous avez présenté les différents indicateurs, la personne se demandait la variabilité dans le temps des indicateurs. Jusqu'à combien de temps que vous pouvez considérer que ces indicateurs-là sont bons finalement? Est-ce que c'est en jours, en années? En fait, l'indicateur est toujours choisi pour sa variabilité. C'est sûr que là, il faut faire la question, si j'élabore, essayer de préciser la question, si on veut parler d'échelle de temps par rapport à l'échantillon de sol, un échantillon de sol ne peut pas être conservé très longtemps sans affecter particulièrement les composantes biologiques. Certaines composantes physiques ou chimiques peuvent être mesurables des années plus tard, mais un certain nombre de paramètres biologiques risquent d'être altérés par une conservation longue durée. Donc, effectivement, la santé des sols pourrait être moins bonne à évaluer là, sur des échantillons qui n'ont pas respecté une certaine échelle de temps ou certains critères de conservation.
d'une part. D'autre part, certains paramètres vont avoir des variations saisonnières, là, comme la biologie des sols. C'est sûr qu'on sait qu'il y a une variation saisonnière qui est liée à l'impact majeur du climat sur la biologie du sol. On le sait tous, la fonte des neiges, les printemps, versus les chaleurs, sécheresses d'été, versus les temps froids d'automne et la pluie. Vont affecter la survie d'organismes biologiques dans les sols. Donc, il y a des variations saisonnières, mais ces indicateurs-là, lorsqu'on prélève les sols toujours dans les mêmes fenêtres par rapport aux cultures, par rapport au temps, il y a une fiabilité à utiliser les indicateurs. Merci beaucoup. Une question pour les 18 sols. Est-ce que cela vous a permis de faire un lien avec la texture? En fait, la texture, comme le climat pour le climat, mais la texture en tant que variable abiotique, physique importante. Les variables physiques, les paramètres physiques, c'est des indicateurs très importants parce qu'ils ont un impact quasi direct sur la biologie du sol et souvent un impact systématique. Donc, la texture du sol, évidemment, si on est dans des sables super grossiers versus des argiles, les argiles, les feuillets d'argile vont plus facilement absorber l'eau, plus facilement absorber certains nutriments, donc peuvent être une source de nutriments plus important que juste des sables grossiers. Donc, on comprend que oui, la texture de sol est un facteur qui souvent, comme le pH d'ailleurs pour les communautés bactériennes sont très sensibles à des variations de pH dans leur micro-environnement. Donc, c'est souvent des paramètres où on va voir qu'on peut faire des liens, des relations entre la texture du sol et les communautés, soit bactériennes ou l'ensemble des communautés fongiques. Et à quel point l'usage d'engrais verts intercalaires dans les céréales et le maïs rapprocherait les points dans les graphiques de diversité des organismes présents? À quel point on se rapproche des prairies? C'est comme je le disais, des rotations, oui. Des rotations d'une année à l'autre, si c'est une plante botanique, une espèce botanique, c'est sûr que le pouvoir de supporter une diversité microbienne est moindre que si on ajoute des plantes. Dans l'ajout de plantes, le système ultime, c'est le couvert, le système SCV, les couvertures végétales. Pour la diversité des végétaux qui l'amènent, on peut penser que l'apport, le support de la diversité microbienne va être plus important. Ce qui importe, c'est aussi de porter attention aux espèces botaniques. Si on prend des espèces botaniques de même famille que l'espèce culturelle principale, évidemment, on réduit l'apport de cette plante-là sur la biodiversité parce que comme c'est des mêmes familles, génétiquement parlant, ils vont avoir des exudats racinaires ou une structure qui peut être plus similaire, donc intéresser le même groupe, créer des mêmes micro-environnements pour les microbes et les bactéries. Des familles botaniques différentes vont avoir une façon de coloniser les sols différentes et produire des exudats qui sont généralement plus différents. Justement parce que ce sont leurs stratégies évolutives de vouloir s'imposer dans le sol en attirant des micro-organismes bénéfiques à eux et non pas les partager avec d'autres. Donc, c'est un peu le principe qu'une diversité de familles botaniques va soutenir plus facilement une diversité microbienne dans les sols. Donc, oui, on pourrait avoir un impact plus important, surtout si les familles de plantes sont différentes. Bien, merci beaucoup, M. Hogg, pour votre belle présentation et avoir répondu à toutes ces questions. Alors, ça termine notre webinaire d'aujourd'hui.